Antonio Ferrara, le braqueur le plus célèbre de France. Connu aussi pour son évasion spectaculaire de la maison d'arrêt de Fresnes, c'était en 2003. Souvenez-vous, un commando armé de Kalachnikov et de lance-roquettes prend d'assaut la prison. En moins de 12 minutes, Ferrara est dehors. Une évasion qui lui a valu d'être condamné à la prison à perpétuité. Aujourd'hui, Ferrara comparaît devant la cour d'assises de Paris pour le braquage d'un fourgon blindé en novembre 2001 dans les environs de Toulouse. 9 h, Maître Moroni arrive au palais de justice de Paris. L'audience commence dans quelques minutes devant la cour d'assises. Dans le dossier, il n'y a que du vide, mais la valise est quand même lourde. Un procès qui se déroule sous haute surveillance. Le public est trié sur le volet à l'entrée par les gendarmes. Aucune caméra n'est admise dans la salle d'audience. À l'intérieur, Antonio Ferrara et ses complices présumés sont dans le box, encadrés par 10 gardes armés. Pendant toute la matinée, la cour évoque les détails du braquage. Il est midi. À quelques pas du palais de justice, Maître Moroni retrouve un ami, un autre ténor du barreau, Maître Garbarini, l'avocat d'Ivan Colonna. Au centre de la discussion, les conditions de détention extrêmement dures imposées à Ferrara depuis 2 ans. Les fournirais et compagnie, ceux qui violent nos enfants, ceux qui cassent, qui brisent des vies, voyez, et qui tuent ces enfants, etc. Mais vous savez quoi, ils sont détenus de façon tout à fait normale, ils ont la télé, ce qui est à la limite normal, ils ont des conditions de détention totalement souples, ils bénéficient d'applications de peine, ils sont remis en liberté, d'ailleurs on s'en plaint. Et puis vous avez quelqu'un comme Ferrara, qui n'a pas de sang sur les mains, qui n'a jamais tué personne, et puis qu'on enferme comme une bête fauve, comme si c'était Hannibal Lecter. Et il était enfermé dans une cage, il n'a pas touché sa mère pendant 6 ans parce qu'il a voyé au parloir derrière une glace sécurite. Et vous trouvez que c'est normal? Qu'est-ce que tu dis, ouais? Faites un film sur lui. Ouais. Hein? Et tu sais pas ce que c'est que les stars, toi. Non. À la sortie du restaurant, d'autres ténors du barreau, comme Maître Dupont-Moretti, ou encore Thierry Herzog, l'avocat du président de la République, ou Hervé Temim, le défenseur de Roman Polanski. Pour le thème. On l'a connu, écoutez, c'est le meilleur avocat de sa génération, à l'exception de... non. Prends-toi une petite sèche, là. Il n'ose pas prendre un cigare pour la télé. Hein. Mais si, au contraire. Oui. Il est 14 h, l'audience va reprendre. Allez. Ouais, c'était marrant. Bonjour, messieurs. C'est l'heure des réquisitions. L'avocat général, Philippe Bilger, requiert entre 10 et 15 ans de réclusion contre Ferrara. Lionel Moroni, lui, se retire dans un hôtel où il a ses habitudes pour préparer sa plaidoirie. À l'intérieur de la chambre, le silence est religieux. Pour son client, l'enjeu est important. Pour l'avocat aussi. Sa réputation en dépend. Ce sont une succession d'idées, une succession de thèmes qu'ensuite il faut, à la faveur de l'audience et de l'oralité, développer. Chacun travaille comme il aime à le faire. Personnellement, la plaidoirie est toujours une œuvre de totale improvisation. Je ne peux pas écrire, sinon je reste prisonnier de mon texte et je n'arrive pas à faire passer une sincérité dans la mesure où elle est attachée à des mots qu'on a l'impression, qu'on pourrait avoir l'impression que je m'impose et dans lesquels je ne veux pas me laisser enfermer. Vous voyez, Ferrara, c'est pas une croisade, mais c'est quelqu'un pour qui on a envie de se battre. C'est un garçon, vous savez, moi je connais pas Antonio Ferrara sur un vol à main armée. Je connais pas Antonio Ferrara dans une association de malfaiteurs. J'ai jamais été dans une voiture cagoulée avec lui. Moi je connais qu'Antonio Ferrara qui un jour m'a désigné et que je suis allé voir à la maison d'arrêt. Et c'est cet Antonio Ferrara que je connais. Et ce garçon-là, mon Dieu, qu'il est poli, il est correct, il est élégant, il est toujours d'humeur égale, il ne se plaint jamais.
Il a un profond respect, si vous saviez, un profond respect pour l'institution judiciaire. Lors du braquage de Toulouse, aucun témoin n'a reconnu formellement Antonio Ferrara. L'accusation repose essentiellement sur une facture de restaurant retrouvée à son domicile. Ce ticket flunch a été retrouvé lors d'une perquisition à son domicile, 6 mois après les faits, en juillet 2002. Il place Antonio Ferrara, soi-disant, aux alentours de Toulouse le 14 novembre. Que s'est-il passé le 14 novembre? Dans la procédure, mis à part le fait qu'Antonio Ferrara était peut-être en train de boire un café au flunch, le 14 novembre, il ne s'est rien passé. Le vol a lieu le 23. Et parce que Antonio Ferrara était peut-être, ou tout du moins ce ticket flunch qu'on lui attribue, était le 14 novembre vers Toulouse, eh bien on le fait derrière une Kalachnikov ou portant un cadre à explosifs le 23 novembre. C'est parti. Plaidoirie, c'est dans combien de temps? La plaidoirie, c'est dans 2 heures à peu près. Ça monte la pression? Ah oui, ouais, là ça monte là. Là je suis pas en forme. Il est 17h30, Lionel Moroni va bientôt entrer en scène. Il faut gérer le stress, il faut gérer la pression. C'est difficile. Mais c'est terriblement excitant. C'est comme un combat de boxe, vous savez, j'ai fait longtemps ce sport. Vous êtes hyper tendu, stressé, il y a une peur qui est vraiment viscérale. Et vous montez sur le ring, et puis il y a le gong qui sonne. Là, la peur est absolument indéfinissable. Et dès que vous mettez le premier coup de gant, c'est fini. Jackie, merci. Palais de justice, dans quelques minutes, Maître Moroni va donner le premier coup de gant. Vous sentez comment? Comme toujours, hein, je suis tendu. Plus un mot, plus un regard, Lionel Moroni récite en silence les mots qu'il va devoir prononcer pour convaincre les jurés. Bon, ben voilà. Pendant 1h30, Maître Moroni va tenter de démontrer qu'il n'y a aucune preuve matérielle contre Ferrara. Face aux jurés, il brandit le code pénal en rappelant que le doute doit toujours profiter à l'accusé. Il leur demande de mettre des bulletins blancs dans l'urne. S'il y en a au moins 5, son client sera acquitté. La cour se retire pour délibérer. Maître Moroni sort exténué. Je suis dans un état Proche de l'Ohio. proche de l'Ohio. Comme disait la belle D'ailleurs, athlète. regardez, je vais vous montrer quelque chose, vous voyez. Vous savez, souvent, on dit que quand on est motivé, on mouille la chemise, vous voyez. Donc voilà, voilà que mon ami Garbarini, lorsqu'on plaide avec sincérité, on se met dans ces états-là. Donc je vais essayer de ne pas choper la crève. Vous êtes content de vous ou Non, on n'est jamais content de soi, mais je crois que la cour et le jury nous a écoutés. Et je crois en l'acquittement d'Antonio Ferrara. Une longue attente commence. L'avocat en profite pour rendre visite à un ami. Cette fois, la tension fait place au doute. On est là pour sauver les coupables, on est là pour sauver les innocents, on est là pour sauver tout le monde. On est là pour... on doit encadrer le client, on doit l'aider à préparer l'audience, on doit l'encadrer pendant l'audience, on doit lui expliquer la sanction éventuellement et la décision. Et on est là pour expliquer qui l'on défend aux magistrats. Et pour ça, on est obligé de traverser l'humanité que représente le client pour pouvoir la transposer et l'expliquer, pour pouvoir plaider, expliquer le geste qu'il a commis ou expliquer qu'il ne peut pas être l'auteur du geste qu'on lui reproche. Arrivé boulevard Saint-Germain, Lionel Moroni retrouve un autre ténor du barreau de Paris, Olivier Mesner, célèbre pour avoir défendu de grands noms du monde politique et du show business, comme Bertrand Cantat. Lionel Moroni le considère comme son mentor. C'est lui qui l'a conseillé quand il était jeune avocat.
Ben, mon souvenir, il va peut-être me corriger, c'était à Toulon, Oui. dans une affaire de stupéfiants très intéressante, très lourde à porter. Et heureusement que Lionel était là pour qu'on fasse un travail efficace pour le client. Et Olivier m'a dit, il faut tout lire. Il faut tout lire. Et je me suis mis à tout lire dans tous les dossiers. Et puis c'est vrai qu'après, c'est pas mystérieux. Une fois qu'on a le travail, on peut prendre à contre-pied le magistrat parce qu'il se trompe ou parce qu'il oublie de dire quelque chose. Et cet amour, cette passion de la profession, on a envie qu'elle se transmette. Et on est heureux chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, c'est pas très fréquent, dont on sent qu'il a toutes les capacités pour arriver à cela. Merci. Merci de te visite. Merci. À bientôt, Olivier. Merci pour tout, vraiment. Vraiment. Il est 20h30, retour au palais de justice de Paris. Tous les acteurs du procès sont rappelés dans la salle d'audience. Le verdict va être rendu. À la question « Antonio Ferrara a-t-il, le 23 novembre 2001, participé à l'attaque du fourgon blindé ?», les jurés ont répondu non. Antonio Ferrara est acquitté. Il reste en prison pour d'autres condamnations, mais pour Lionel Moroni, c'est mission accomplie. Et voilà, c'est le mythe Antonio Ferrara qui commence à se détruire, à se décomposer. Et c'est une décision admirable de courage des jurés qui ont démontré par là que l'intime conviction d'un juré, c'est fragile. Voilà, enfin, c'est une grande satisfaction, une grande joie, un grand soulagement de voir la justice passer et de voir que l'innocence a été constatée encore une fois. On est content. 2 affaires de fourgon blindé, Antonio Ferrara, 2 acquittements. C'est remarquable. Et l'homme, il est content? Et l'homme est content, il est touché, il était très ému de ce résultat. Il a fait confiance à ses avocats et je crois qu'il avait raison. Voilà. Le parquet a fait appel de la décision. Antonio Ferrara devrait donc comparaître à nouveau devant une cour d'assises dans 1 an. Lionel Moroni remettra les gants une fois encore pour le défendre.